Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la place de Paris qui pousse un ouf de soulagement. L'opération d'introduction en bourse d'OVH est un succès. L'opération aura été un peu compliquée ces derniers temps avec des niveaux de valorisation qui ont été revus quand même considérablement à la baisse par rapport aux multiples de valorisation qu'on pouvait avoir en tête il y a 6-9 mois pour cette entreprise. Il n'en reste pas moins que l'opération est un succès. OVH a levé les 350 millions d'euros visés par cette opération d'introduction en bourse et la cotation se passe bien pour le premier jour avec les promesses OVH qui sont en train de grimper de près de 6% aujourd'hui sur le marché parisien d'Euronext dans une ambiance généralement un peu plus risconne depuis quelques jours avec un CAC 40 qui renoue avec les 6700 points à quelques heures maintenant de l'échéance mensuelle des produits optionnels et des contrats futurs. Le CAC futur expirera pour le mois d'octobre, bien sûr, à 16h tout à l'heure. Et nous ferons le bilan ce soir à 17h de cette échéance mensuelle sur les marchés. Du côté des matières premières, notez que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'accalmie puisque le baril de Brent, le pétrole de la mer du Nord, a touché symboliquement aujourd'hui les $85. Du côté de la macro, on suivra les ventes au détail américaines cet après-midi pour le mois de septembre, un indicateur de plus après l'indicateur des prix à la consommation qui a été publié hier. Nous parlerons des derniers développements macro sur le front de l'inflation, sur le front de la croissance. Également un couple qui est en train de vaciller avec Gilles Mouette qui sera avec nous dans un instant en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Et puis comme chaque vendredi, on fait un peu de place pour parler de vos finances personnelles et le comportement des épargnants français. C'est Thomas Perret qui sera avec nous, là aussi en visioconférence depuis Lyon, le fondateur de Mon Petit Placement. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen. La bourse de Paris prend ses quartiers dans le vert et poursuit sa lancée, bien qu'à un rythme moins soutenu. Si le début de semaine était morose, le marché semble être à nouveau enclin au risque, stimulé par le bon début de saison des résultats en Europe et aux États-Unis. Une atmosphère plus détendue, mais une séance qui dépendra malgré tout de la performance trimestrielle de Goldman Sachs et de la statistique aux États-Unis des ventes au détail de septembre. Ils seront dévoilés à 14h30. Cette dernière sera particulièrement surveillée au regard des chiffres de l'emploi au cours des 2 derniers mois, pour le moins décevants, mais aussi compte tenu de la fin des aides fédérales alors destinées aux chômeurs, sans oublier la hausse des coûts des matières premières. On relève aussi que les résultats trimestriels de certains acteurs de la distribution sont le reflet d'une faible demande, un constat qui pourrait transparaître dans la première estimation de l'indice de confiance du consommateur tel qu'établi par l'Université du Michigan pour le mois d'octobre. Il sera publié à 16h. À Wall Street, le S&P 500 a réalisé hier sa meilleure séance depuis mars et il le doit à plusieurs facteurs. Les profits supérieurs aux attentes de plusieurs grandes banques, le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage qui, pour rappel, sont passées sous le seuil des 300 000 pour la première fois depuis mars 2020, et puis la hausse moins forte que prévue des prix à la production qui constituait une nouvelle positive pour le marché. Ce matin, même son de cloche du côté des marchés asiatiques avec un gain de 1,8% pour le Nikkei et de plus de 1% pour le Hang Seng à Hong Kong. Le SCI 300 chinois a quant à lui légèrement reculé. Pékin a demandé aux grandes banques du pays d'assouplir les conditions d'octroi des crédits immobiliers face aux craintes de contagion de la crise du secteur après les déboires d'Evergrande. Et si pour sa première séance OVH Cloud commençait en légère baisse, il est désormais en nette hausse. L'entreprise française cote 19,34 € pour sa première séance, soit une hausse de 4,6% par rapport au prix d'introduction. Et puis la Française des Jeux recule. Le spécialiste des jeux de hasard a fait état d'une croissance de 5% de son chiffre d'affaires à 529 millions d'euros au 3e trimestre et d'une augmentation de 4% des mises à 4,5 milliards. Le groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2021. Elle porte sur un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Gilles Mouek est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA, pour revenir sur quelques-uns des derniers éléments macro qui auront marqué cette semaine. Bonjour et bienvenue Gilles. Un des éléments importants, c'est bien sûr l'inflation. L'inflation américaine est surveillée comme le lait sur le feu. On a eu la dynamique des prix à la consommation pour le mois de septembre, publié hier aux États-Unis avec le CPI américain. Quels sont les enseignements supplémentaires peut-être qu'apporte cet indicateur, Gilles, dans la grande discussion sur l'inflation? Alors c'est assez difficile à lire parce qu'on a une poursuite de l'accélération sur l'inflation totale qui reste dominée par les mauvais développements sur le prix de l'énergie et l'alimentaire, mais ça voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté de ce côté-là. Du côté de l'inflation sous-jacente, stabilisation du glissement annuel à 4%, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est en deçà du pic récent sur l'inflation sous-jacente qui avait atteint 4,5% au mois de mai. Et ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur de cette inflation sous-jacente, ce qui en fait explique ce léger ralentissement par rapport au pic de mai. En fait, ce qui est frappant, c'est que les composantes de l'indice qui étaient les plus dynamiques depuis le mois de mars, ceux qui sont dépendants de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, par exemple les automobiles neuves et d'occasion, les grands appareils électroménagers, etc. Là, les choses commencent à s'améliorer. On avait eu des augmentations complètement délirantes dans les mois précédents. Et là, sur cette partie-là, les choses décélèrent assez vite. Deuxième élément, les composantes qui étaient liées très clairement à la réouverture de l'économie, là où on a des effets de rattrapage, par exemple les hôtels, le transport aérien, là aussi, les choses se calment. En revanche, ce qui est un peu plus inquiétant, et c'est ce qui crée beaucoup de commentaires depuis hier, c'est le fait que le reste, c'est-à-dire les composantes qui jusqu'à présent n'avaient pas beaucoup accéléré, elles commencent à accélérer, et donc ce serait le signe que l'inflation, le choc inflationniste se diffuse en fait à toute l'économie, et si le choc se diffuse, évidemment, il aura tendance à être un peu plus durable. Et l'un des éléments qui accélère, ce sont les loyers. Les loyers réels et les loyers imputés aux ménages propriétaires. Et l'évolution des loyers est souvent assez difficile à arrêter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti dans une phase de réaccélération, c'est très compliqué à arrêter. Donc là, ça crée beaucoup de commentaires négatifs. Pour ma part, je reste quand même assez pas détendu, mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'alarmer outre mesure. Si on regarde le glissement sur 3 mois, des loyers, on est revenu à du 0,9%, c'est là où on était avant la pandémie, on a un glissement annuel qui est encore très très en deçà du niveau pré-pandémique, donc pour moi on est quand même encore dans une logique de normalisation et pas vraiment dans une logique d'accélération, de changement de régime d'inflation, mais voilà, pour l'instant c'est une affaire de jugement, une affaire d'interprétation avec des données qui sont extrêmement comment dire, ambiguës. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça, j'imagine, que le marché obligataire l'a interprété, parce qu'on a à la fois un phénomène sur le court terme où les taux semblent essayer d'anticiper peut-être un early lift-off de la part de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une première hausse de taux plus rapide que prévu, et en même temps, sur la partie longue, on voit bien que la perspective croissance-inflation sur 10 ans, elle est en train peut-être de se fragiliser un peu, Gilles. Alors ouais, c'est un peu le souci, c'est-à-dire il y a plusieurs choses derrière. Il y a les nouvelles sur la conjoncture de court terme, les toutes dernières données. Et là-dessus, les choses sont un peu ambiguës là aussi. On a des indicateurs qui sont assez mauvais, par exemple l'indicateur synthétique, enfin la prévision de PIB de la Fed d'Atlanta, qui est assez mauvais pour le T3. En même temps, on a eu des bons ISM, on a un ISM service qui a réaugmenté, qui est très très au-dessus de son niveau de long terme. On a eu plutôt des bonnes commandes à l'industrie, ça c'est plutôt un bon signe sur l'investissement. En revanche, sur la consommation, c'est vrai que les choses sont sans doute un peu plus compliquées, mais c'est peut-être lié à la résurgence du Covid ces derniers mois aux États-Unis, qui était beaucoup plus problématique qu'en Europe. Donc on n'y voit pas très très clair. J'ai l'impression quand même que le message qui continue de dominer, quand on regarde la partie longue de la courbe, c'est l'idée que quand même le choc d'inflation reste transitoire. Il n'y a pas de décalage quand même très violent sur la partie très longue. Et je pense qu'aussi ces mouvements sur la courbe, ce qu'il reflète, c'est que si la Fed
est à la fin des fins obligé de taper plus dur et de taper plus vite, compte tenu du niveau de dette accumulé dans l'économie, en particulier du niveau de dette dans le secteur corporate, même une augmentation relativement modérée des taux directeurs de la Fed pourrait avoir un impact assez brutal sur la croissance. Et donc, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si vous êtes très inquiet de l'inflation à l'horizon 1 an, 2 ans, et que vous pensez que du coup la Fed va être obligée de taper très dur, eh bien vous êtes obligé aussi du coup de réviser à la baisse vos prévisions de croissance pour les périodes d'après, parce que ça voudrait dire que la politique monétaire serait obligée d'appuyer beaucoup plus durement, beaucoup plus vite sur la croissance. Donc voilà, j'ai l'impression que le marché cherche à trouver ses marques dans un flux de données qui est, à mon avis, encore très compliqué à lire compte tenu de tous les effets de base avec lesquels on vit. C'est-à-dire que moi, je suis assez effaré par le fétichisme actuel d'indicateurs en glissement annuel. Le glissement annuel, en ce moment, ça ne veut rien dire. On est en train de comparer une période aujourd'hui presque post-pandémique, en tout cas de normalisation assez avancée des économies, avec une période avant même que les vaccins soient disponibles. Donc voilà, les lectures en glissement annuel, à mon avis, n'ont pas grand sens. Toutes les boussoles sont un tout petit peu agitées en ce moment. C'est vraiment très compliqué à lire. Bon, on suit ça effectivement au quotidien dans l'émission, chaque semaine avec vous, Gilles. Il faut qu'on parle évidemment alors de la COP26 qui va s'ouvrir dans moins de 3 semaines maintenant, avec évidemment un rendez-vous au plus haut niveau politique début novembre. Gilles, 6 ans après les accords de Paris, autant dire que la partie est loin d'être gagnée. Et il faut sans doute se référer également au discours de 2015 de Mark Carney, briser la tragédie des horizons. On est en plein dans cette situation tragique. Chaque jour de crise énergétique supplémentaire nous maintient un peu plus dans le fossile et augmente un peu plus encore l'intensité des efforts qu'il va falloir produire sur les prochaines années pour espérer arriver à un équilibre, un mix à peu près sobre en matière énergétique, Gilles. Bon, sur le plan politique, je ne sais pas déjà quelles sont les indications qu'on peut avoir avant ce rendez-vous de la COP26 et comment est-ce que la rationalité économique regarde ce sujet aujourd'hui ? Sur le plan politique, deux commentaires de ma part. Le premier, c'est qu'il semblerait que Xi Jinping ne sera pas à la COP26. Et ça, c'est quand même une indication importante. C'est-à-dire, si la Chine n'y est pas, ça réduit quand même énormément la portée politique de tout ce qui pourrait se dire à Glasgow, parce que, soyons clairs, l'avenir des émissions de CO2, enfin la trajectoire future des émissions de CO2, c'est essentiellement une affaire américaine, une affaire chinoise. Je dis ça souvent rapidement, mais si le monde entier avait l'intensité carbone de l'Union européenne, qui est déjà très basse, on aurait pas beaucoup de problèmes devant nous. Donc si les Chinois manquent à l'affaire, politiquement, l'affaire est quand même problématique. Deuxième élément, et ça je pense que c'est un tout petit peu sous-jacent à tout ça, l'organisation de cette COP26, c'est une organisation britannique, à un moment où, soyons clairs, la capacité du Royaume-Uni de peser sur les grands choix économiques et stratégiques mondiaux est extraordinairement affaiblie après des années d'obsession Brexit. Je vis au Royaume-Uni, donc je suis ça d'un tout petit peu près. Certes, il y a cette victoire tactique en Australie sur quelques sous-marins, mais la réalité, c'est que le poids politique du Royaume-Uni s'est énormément réduit ces dernières années. Donc la capacité que Boris Johnson peut avoir pour amorcer des discussions début novembre est quand même très, très, très faible. Dernier élément, là plus technique, c'est vrai que ce qui se passe sur l'énergie mixte en ce moment, c'est un peu une succession de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, dans certains pays, et on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Chine pour le voir, on le voit aussi au Royaume-Uni, encore une fois, où on est obligé de faire redémarrer des centrales à charbon pour faire tenir l'affaire. Des mauvaises nouvelles du côté des renouvelables, parce que voilà, on redécouvre plutôt, ou dans certains cas, on découvre que beaucoup d'énergies renouvelables ont un gros problème intrinsèque qui est cette imprévisibilité et cette incapacité à monter en gamme, à monter en puissance lorsque la consommation se fait. Et c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Donc c'est vrai que les messages, les signaux sont assez négatifs, mais je voudrais quand même finir par un commentaire positif sur la question. À la COP26, il y aura beaucoup de gens, il y aura les pouvoirs publics et les gouvernements, il y a énormément de décisions importantes à prendre en matière de stratégie énergétique, mais il y a également beaucoup de représentants du secteur privé. Et là où on peut être quand même plus positif, et c'est un peu mon pas quotidien maintenant depuis quelques mois, c'est à quel point la nécessité
de la lutte contre le réchauffement climatique s'est imposée au secteur privé mondial. C'était le cas en Europe, ça a encore pris plus d'ampleur, c'est de plus en plus le cas aux États-Unis, et c'est aussi maintenant le cas en Asie. Donc moi, je ne m'attends pas à des annonces forcément très mobilisatrices des pouvoirs publics à Glasgow, à la COP26. En revanche, je peux vous assurer que du côté des opérateurs privés, il y a une montée en puissance, il y a une mobilisation sur cette affaire-là qui est sans commune mesure et qui accélère à une vitesse impressionnante. Merci beaucoup Gilles, merci pour vos remarques du jour sur l'actualité de la semaine et des prochaines semaines avec la COP26 qui s'ouvrira donc début novembre à Glasgow en Écosse. Gilles Moïc qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bon, une journée positive sur les marchés. On parlera de l'échéance des contrats futurs ce soir à 17h dans Smart Bourse. Mais comme chaque vendredi à la mi-journée, on réserve un peu de place pour parler de vos finances personnelles. Et c'est Thomas Perret qui est avec nous en visioconférence depuis Lyon, fondateur de la FinTech Mon Petit Placement. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup de nous rejoindre. Peut-être un petit mot d'ambiance de rentrée là sur ce que vous pouvez observer chez Mon Petit Placement, mais au-delà, à travers l'écosystème de l'assurance vie en France, on va dire les choses comme ça, de l'intérêt que les Français portent encore, ou moins peut-être d'ailleurs, à leur épargne. Est-ce que les Français sont toujours dans une logique de s'intéresser à leur épargne et de s'intéresser à leur placement aujourd'hui, Thomas ? Ouais, alors je suis désolé. Bonjour déjà Grégoire. Je suis désolé, j'ai eu un petit bug. Petit délai dans la ambiance de rentrée. Qu'est-ce qui vous marque en termes de dynamique commerciale pour vous et l'industrie aujourd'hui, Thomas ? Ouais. Donc ce que nous on aperçoit, c'est que il n'y a pas eu une reprise post les vacances. On sait que normalement la période entre le 15 août et le 15 septembre. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, en tout cas ce que l'industrie nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu encore un redémarrage post-15 septembre. Bon, c'est effectivement, c'est l'ambiance de rentrée peut-être qui gèle un petit peu la dynamique. Du côté de Mon Petit Placement spécifique, Thomas, je ne sais pas si vous m'entendez encore, quels sont les derniers développements ? Vous êtes forcément, j'imagine, encore dans une phase d'accélération, de momentum très positif en termes de dynamique client, par exemple. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, vu qu'on n'a que 18 mois de retour client, c'est un petit peu plus dur de voir cette saisonnalité ou pas. Mais effectivement, nous, on continue une très forte croissance à 2 chiffres, même si on sent que, notamment le fait que les marchés soient à des niveaux assez importants, qu'il y a une reprise forte de la consommation qui ne va pas toujours avec une accumulation de l'épargne, c'est un peu antinomique, fait qu'on ressent aussi des petits indices, des petits signaux faibles du fait qu'il n'y a pas encore une reprise très forte. Qu'est-ce que vous observez du point de vue du comportement de vos clients ? Alors, la plupart de vos clients, Thomas, sont entrés au bon moment, j'ai envie de dire, sur les marchés. Il y a 18 mois, c'était le creux historique, le choc Covid. Et puis, depuis, c'est vrai que la trajectoire, entre guillemets, a été assez facile. Ces nouveaux clients n'ont connu qu'un rallye généralisé sur les marchés actions, et tant mieux pour eux. On n'est pas du tout dans une situation adverse aujourd'hui, mais on sent quand même, depuis quelques semaines, quelques mois, pour ceux qui suivent ça quotidiennement ou chaque semaine, on sent quand même des marchés un peu plus confus, un peu plus volatiles. Est-ce que cette ambiance de marché qui semble changer aujourd'hui, est-ce qu'elle induit des comportements nouveaux peut-être de la part de vos clients, Thomas ? Alors c'est une super question, en tout cas c'est un gros point d'intérêt, d'attention chez Mon Petit Placement. S'assurer qu'en fait, c'est pas parce que ça fait 15 mois, nos clients depuis 15 mois qui ont des performances positives, qu'on ne tombe pas dans le piège de ne pas être assez présent dans ces moments plus compliqués. Donc pour information, on a fait une expérience où on a contacté une bonne partie de la base pour proposer des rendez-vous avec leurs conseillers. Et le retour qu'on a, c'est de dire, écoutez, moi je suis rentré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin de faire un point. Je préfère attendre 6 mois, voire 1 an pour faire un premier échange. Donc ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on touche une cible qui est assez peu initiée, pour rappel, il y a 60% de nos clients qui n'avaient jamais investi auparavant, ils sont quand même avertis sur le fait que lorsqu'on rentre sur le marché financier, on ne peut pas regarder ce qui se passe tous les jours, chaque semaine.
sinon on fera des erreurs. Non, mais c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vos clients sont venus pour de bonnes raisons, en sachant effectivement quels sont les horizons de temps sur lesquels il faut se caler quand on va investir comme ça sur les marchés boursiers. C'est pas les premiers soubresauts là qui font paniquer tout le monde, pas du tout. En tout cas, pas à date. Ouais. Ça veut peut-être dire que les messages qu'on rabâche dans le parcours rentrent dans l'esprit des investisseurs, mais je pense qu'il faut continuer à être vigilant. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous en termes de produits aujourd'hui, Thomas ? Où vont les intérêts justement de vos clients épargnants, sachant que vous avez deux grandes gammes de produits, des portefeuilles assez traditionnels avec les niveaux de risque habituels qu'on peut trouver chez les gestionnaires et les distributeurs, et puis des portefeuilles plus thématiques. Dans ces deux grandes gammes, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, Thomas ? Alors dans la gamme plutôt classique, donc on a 4 portefeuilles. Nous, c'est les 2 portefeuilles les plus risqués qui captent une grande partie du flux. Ils captent 80% du flux qui va sur ces portefeuilles. Parmi nos 7 portefeuilles thématiques, il y en a 3 qui captent une grande partie du flux. C'est bien sûr climat, santé et un portefeuille qu'on a lancé en février qui est notre portefeuille Relance, qui a détrôné notre portefeuille tech, notamment je pense dû à la rotation sectorielle et aux performantes un peu plus en dents de scie du secteur de la tech. Et donc voilà, donc il y a un portefeuille Relance qui aujourd'hui attire beaucoup de nos investisseurs. Sur à peu près un peu plus de 7000 clients, on a 750 de nos investisseurs qui ont le portefeuille Relance dans leur investissement. Il faut rappeler, Thomas, le portefeuille Relance, c'est un label d'État. Enfin, le label Relance, c'est un label d'État, alors qui permet de participer peut-être plus activement au financement de l'économie réelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste les grands critères qui font qu'un fonds, justement, peut obtenir ce label Relance ? Et est-ce que c'est ça que viennent chercher, justement, vos clients, Thomas ? Alors, donc effectivement, il y a 200 fonds en France aujourd'hui qui sont labellisés Relance. La contrainte, il y a 2 contraintes principales. La première, c'est que 60% de l'argent du fonds doit être investi dans des PME ou ETI françaises. Et la deuxième contrainte qui est très intéressante, c'est que pour avoir ce label, les fonds doivent participer au moins à 5 introductions en bourse ou 5 augmentations de capital par an, ce qui force les gérants à réellement injecter l'argent dans des entreprises de manière assez directe. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement du label. Je pense que ce qui attire, c'est plusieurs choses. Bon, la première, bien sûr, les performances, parce qu'ils ont profité notamment des plans de relance, mais également parce qu'en investissement via ces différents fonds et ces différents portefeuilles, on a l'impression de participer au boost nécessaire pour les entreprises en termes d'emploi, de rebond. Donc en termes de sens et de traçabilité des fonds, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les investisseurs particuliers. Non, mais c'est une super nouvelle, effectivement, de voir que ce label Relance, qui oblige, comme vous le dites, les gestionnaires à être beaucoup plus actifs dans le financement de l'économie réelle, trouve de l'intérêt auprès de vos clients. Moi, je suis aussi rassuré, d'une certaine manière, Thomas, de voir que la thématique climat reste number one chez vous. Alors, dans une année qui est d'ailleurs pas forcément très favorable aux stratégies climat, puisqu'on voit quand même le retour du fossile, des énergies, pétrole et gaz, à travers la crise énergétique qu'on connaît. Mais voilà, on en parlait avec l'invité d'avant. On est à 2-3 semaines maintenant de la COP26. Oui, ça reste un thème fondamental, structurel, structurant pour les clients que vous adressez aujourd'hui. Ça reste central à tel point que nous, on se pose la question de découper ce portefeuille en des sous-portefeuilles, ou en tout cas créer 3 portefeuilles distincts, parce que climat, ça devient tellement large. Il y a tellement de fonds qui ont cette question qu'il y a différents métiers, différents domaines à l'intérieur de ce même portefeuille. Voilà, donc nous, on réfléchit actuellement à aller un peu plus loin et créer des sous-portefeuilles de ces thématiques qui fonctionnent très bien. Donc ça peut être sur l'eau, sur les énergies renouvelables, sur le recyclage, parce que on voit que c'est vraiment le best-seller des fonds thématiques. Sur les portefeuilles plus traditionnels, Thomas, alors là aussi, qu'est-ce qui fonctionne ? Où vont les intérêts de vos clients ? Et peut-être même vous, de votre côté, en tant qu'apporteur d'offres, est-ce que ces portefeuilles, vous les avez fait évoluer au gré justement des dynamiques de marché ? Vous avez parlé de rotation sectorielle. Est-ce que c'est un facteur que vous avez intégré justement dans vos portefeuilles plus traditionnels ? Alors oui, exactement. Nous, juste pour info, on revoit nos portefeuilles chaque trimestre.
avec des comités d'investissement. Donc on essaie de laisser un petit peu le temps quand même au gérant de faire son métier tout en étant plutôt actif. Et après l'année 2020 qui s'est plutôt bien passée, donc début 2021, on a intégré dans chacun de nos 4 portefeuilles dynamiques des fonds value. Donc il y a un fonds value dans chacun de nos portefeuilles, c'est-à-dire qu'il y a entre 20 et 30% de chacun de nos portefeuilles qui a la composante value. Et comme on a pu le voir, ça a été très, très intéressant en termes de performance, parce que justement, ils ont profité de cette rotation sectorielle. Donc on a même des utilisateurs qui nous demandent pourquoi on n'est pas un peu plus surpondéré sur la value versus la croissance. Nous, on continue de penser que la croissance a encore un petit peu d'avenir devant elle, mais que c'est bien d'avoir cette diversité de stratégies d'investissement, d'autant plus dans le contexte actuel, où notamment pour ce qui est des valeurs bancaires, on pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel de remontée. Merci beaucoup Thomas, merci de nous avoir apporté votre éclairage sur cette ambiance de rentrée, on va dire, dans le monde de l'épargne et des finances personnelles. Thomas Perret qui était avec nous en visioconférence depuis Lyon, le fondateur et associé de Mon Petit Placement, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, les marchés sont positifs, jour d'échéance, on sera ensemble à 17h avec les sorciers de Smart Bourse pour dresser le bilan de cette échéance et de l'expiration du contrat futur CAC sur octobre, à suivre à 16h tout à l'heure. Pour l'instant, le CAC évolue au-delà des 6700 points avec des débuts de cotation positifs. Ouf pour OVH, le leader français et européen du cloud qui voit ses promesses cotées aujourd'hui sur Euronext bondir de plus de 5% pour son entrée en bourse. On se retrouve ce soir donc à 17h en direct sur Bismart.